Ce programme vous est présenté par Voyage SNCF. Choisir le train, c'est agir pour la planète en limitant ses émissions CO2. Au sommaire des ateliers d'IFTM, les mobilités durables, peut-on concilier tourisme et développement durable ? Quel avenir et quelles alternatives au transport aérien? Comment réduire son empreinte carbone? Bref, va-t-on voir émerger un tourisme plus vertueux? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Isnik et ses invités. Bonjour à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la Web TV du site internet de l'IFTM. Pour cette troisième émission consacrée aux mobilités durables, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Valérie Darmaillac, directrice de la performance environnementale et développement durable à la SNCF. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous serez accompagnée, Valérie, de Vincent Etchebert, vice-président développement durable et nouvelle mobilité chez Air France. Bonjour Vincent. Bonjour. Et puis également, on a le plaisir d'accueillir Christophe Decloux, directeur général du Comité régional du tourisme d'Île-de-France. Bonjour Christophe. Bonjour. Et puis enfin, on a également le plaisir avec nous d'accueillir Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François-Xavier. Alors on ouvre tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Jean-Pierre Mas, la phrase du jour s'affiche donc à l'écran. Je la lis avec vous. La vertu énergétique est incompatible avec le développement du tourisme international lointain. Elle a été prononcée par Jean-Marc Jancovici, qui est le président de The Shift Project, un groupe de réflexion sur la transition énergétique. Il représente un mouvement d'opinion plus large qui critique fortement l'avion aujourd'hui et qui semble recevoir en tout cas un écho de plus en plus favorable auprès de la jeunesse, notamment emmené évidemment par l'activiste Greta Thunberg qui est à l'origine de ce mouvement, la honte de prendre l'avion. Je voudrais savoir, Jean-Pierre, est-ce que ces critiques et ce mouvement peuvent-ils être en tout cas une menace à la survie de votre activité? Une menace, oui. Une opportunité, certainement. Le voyage, globalement, est ciblé, tout particulièrement ciblé, par les tenants de l'écologie punitive et de la décroissance, les tenants du repli. En même temps, l'essentiel des voyageurs dans le monde et des voyageurs aériens dans le monde, ce sont des familles qui se regroupent, des travailleurs émigrés qui rejoignent leur famille, qui ne travaillent pas dans leur pays. C'est là qu'est l'essentiel des voyageurs en avion dans le monde. Le voyage est un droit. Les vacances, le droit aux vacances, c'est un acquis social. On ne revient pas sur des acquis sociaux. C'est pour ça que je suis très opposé à cette vision négative du voyage et cette culpabilisation du voyage considéré comme un luxe réservé aux riches, à des élites. Et je suis très favorable, en revanche, et je milite même, pour qu'il y ait une culture du voyage, un voyage plus attentif, un voyage des voyageurs qui soient plus vigilants, plus attentifs à leur consommation de voyage. Mais il n'y aura pas de réduction du voyage. Il y aura une éducation des voyageurs. Il y aura certainement des voyages plus sobres. Mais on ne peut pas laisser la place aux tenants de l'écologie punitive qui considèrent que voyager, c'est pécher. Vincent Etchebert, Jean-Marc Jancovici dit par ailleurs, il est totalement incohérent de vouloir lutter contre l'effet de serre si l'on permet par ailleurs l'augmentation du trafic aérien. On sent très clairement, Vincent, que la crise pandémique a redonné une nouvelle vigueur aux critiques visant le transport aérien. Est-ce que cela vous inquiète, vous, en tant que compagnie aérienne ? Alors, même avant la crise Covid, on a noté une prise de conscience dans la société pour faire face à l'urgence climatique qu'on connaît. Une prise de conscience vers des comportements peut-être plus raisonnés, des consommations plus raisonnées. Et je pense que ça va dans le bon sens. Par contre, ces critiques m'inquiètent plus quand elles nient l'apport fondamental, social et sociétal du transport aérien.
en termes de connexion des pays, des cultures, des économies. On a pu voir aussi l'apport du secteur pendant le début de la pandémie, puisque, par exemple, pour parler d'Air France KLM, ce sont plus de 500 000 ressortissants français et européens qui ont été rapatriés à bord d'Air France et de KLM au début de la pandémie. Et évidemment, le transport aérien peut jouer et va jouer un rôle dans la diffusion du vaccin quand celui-ci sera disponible. Donc je pense qu'il s'agit vraiment beaucoup plus d'encourager la transition écologique du secteur aérien qu'il a enclenché, qu'il faut maintenant accélérer. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, côté Air France, nous sommes dotés d'objectifs ambitieux de réduction de 50% des émissions de CO2 entre 2005 et 2030 par passager kilomètre, ou moins 15% en valeur absolue. Et c'est bien ça qui doit mobiliser nos forces. Christophe Decloux, j'ai deux questions pour vous. Une question simple finalement. En tant que président du comité régional du tourisme d'Île-de-France, je rappelle que c'est la première région touristique de France, et je dirais même c'est la première région touristique du monde, avec 50 millions de visiteurs. Est-ce que vous vous sentez une forme de responsabilité à partir du moment où beaucoup de ces visiteurs arrivent en avion ici, forcément? Moi, je ne suis pas responsable du patrimoine parisien ou francilien. Notre préoccupation, c'est d'en faire évidemment la promotion et qu'un large nombre de personnes puissent venir voir le patrimoine qui ne nous appartient pas, qui est là, ici depuis des siècles. Et que, évidemment, s'ils viennent en avion, en train ou en voiture, l'important, c'est l'expérience client. C'est de voir comment, une fois qu'ils sont dans la destination, ils peuvent visiter des sites, des monuments, enfin des villes même, parce qu'il n'y a pas que Paris, il y a Provins, il peut y avoir Versailles, et comment aller de Paris ou par exemple de l'aéroport Charles de Gaulle à certains sites. Et là, effectivement, on peut aller voir sur les mobilités, on va dire, durables, plus vertes, électriques ou autres, mais à ce stade, les marchés lointains, quand ils viennent à Paris ou quand ils se déplacent à plus de quelques milliers de kilomètres, on est obligé d'avoir l'avion. Christophe, j'ai une deuxième question toute simple. Est-ce que malgré tout, la mobilité est un enjeu du tourisme de demain en Île-de-France ou pas ? Oui, bien sûr, c'est un enjeu. Encore une fois, nous, l'enjeu principal de la destination qui est très connu, je crois qu'on est dans le top 1 ou 2 mondial de destinations où, et je parle là du tourisme de loisirs et pas d'affaires, où les gens veulent venir visiter la tour, on va les citer, la Tour Eiffel, le Louvre et Versailles, qui sont les premières de cordée, si on peut dire, de la destination. L'important, c'est l'expérience client. C'est combien de personnes vont revenir, parce que c'est ces personnes-là qui font véritablement les retombées économiques. La moitié à peu près des séjours en Île-de-France sont ce qu'on appelle dans le jargon touristique des repeaters. Donc c'est très important de donner la meilleure satisfaction client possible, mais également proposer des parcours et des itinéraires qui soient différents. On peut aller au château de Versailles en train aujourd'hui, enfin en RER surtout, et mais pourquoi pas y aller demain en vélo, en voiture électrique. Nous, on est là pour faire la promotion de l'expérience client, et c'est pour ça qu'on a bougé un peu de mal à vraiment segmenter par rapport au tourisme de demain. Et j'ajoute qu'on travaille, parce que c'est tous les 5 ans, sur l'élaboration du nouveau schéma régional du développement du tourisme et des loisirs, qui est important, qui est un peu la Bible, si on peut dire, de 2022 à 2026, sur la façon dont on va tourner le tourisme pour la région Île-de-France. Valérie Darmaillac, vous êtes évidemment le premier concurrent d'Air France à la SNCF, sur le territoire continental en tout cas. Est-ce que ces critiques à l'égard du transport aérien, vous les trouvez justes ou vous les trouvez injustes ? Alors, il y a une réalité. La combustion du kérosène qui fait voler les avions, elle émet du CO2 et ça a un impact sur l'environnement. Ça, c'est incontestable. Je crois que plus personne ne le conteste. Et en ce sens, quelque part, c'est juste. Mais juste ou pas juste, notre responsabilité en tant que transporteur, c'est d'éclairer les voyageurs et de leur faire prendre conscience que mais c'est pas pareil, ça n'a pas le même impact de choisir de voyager en train, en voiture ou en avion. Après, on ne peut pas aller partout en train, on ne peut pas aller partout en avion, on ne peut pas aller partout en voiture. Donc notre rôle, c'est d'apporter cette lumière-là et je pense que c'est particulièrement important pour les Français,
aujourd'hui, et encore plus fortement après cette année 2020 où tous les repères ont été remis en question, que de leur donner cette visibilité-là et de leur permettre de pouvoir choisir leur destination, leur mode de transport, en considérant l'empreinte environnementale qu'ils vont laisser. Après, ce que je trouve profondément injuste, c'est de culpabiliser un voyageur qui prend l'avion parce qu'il a 1000 raisons d'y aller pour travailler, pour retrouver sa famille. Ce que je trouve aussi très injuste, c'est de pointer le doigt sur des compagnies aériennes qu'on pourrait positionner comme insensibles au sujet, alors qu'elles sont profondément engagées dans des transformations qui sont immenses et qui sont, je pense, très impactantes pour leur activité, pour leurs équipes. Et voilà, l'important, c'est plutôt de montrer comment est-ce qu'on accompagne ce besoin de consommer différemment. Et moi, j'ai très envie que mes enfants découvrent le monde comme j'ai pu le découvrir dans les 30 dernières années, qu'ils puissent reprendre un avion, même si aujourd'hui, je fais attention à ma consommation, y compris à ma consommation du transport, parce que l'urgence, elle est là. Alors justement, tiens, vous parliez de défis immenses pour les transporteurs comme Air France et la SNCF. Que font-ils exactement pour réduire leur empreinte carbone? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? C'est notre deuxième rubrique en chiffres. Alors Vincent Etchebert, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils s'affichent à l'écran. L'avion est responsable de 2 à 3% des émissions mondiales de CO2. Alors il faut être tout à fait juste, Vincent. Si on ajoute les traînées de condensation que rejettent les avions à haute altitude et qui créent aussi un réchauffement climatique, le trafic aérien contribuerait à peu près à plus de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et en France, là aussi, ça s'affiche sur votre écran, pour un même trajet, un voyage en train émet en moyenne près de 40 fois moins de CO2 qu'un avion. Alors ma question est simple, Vincent, avant de voir ce que vous faites pour l'avenir concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour diminuer votre empreinte carbone? J'aimerais d'ailleurs qu'on aborde un premier levier, la compensation, et nous rappeler un peu ce que c'est que cette compensation. Bien sûr. Alors, si vous voulez bien, je vais aborder la compensation dans un deuxième temps, et pour une bonne raison, c'est que ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, vraiment chez Air France, et depuis ces dernières années, c'est d'agir en amont et de réduire toutes les émissions en vol, quand on peut le faire, là où on peut le faire. Donc, le premier levier vraiment de notre stratégie de développement durable, c'est la réduction des émissions de CO2 dues à la combustion du carburant, comme le disait Valérie. Pour ça, le plus gros levier, le plus efficace encore aujourd'hui, c'est vraiment le renouvellement de la flotte. Donc de remplacer des avions de ce qu'on appelle d'ancienne génération par des nouvelles générations qui consomment en moyenne 25% de kérosène et donc génèrent 25% d'émissions en moins en moyenne. À côté de ça, pour réduire nos émissions, nous adoptons également des pratiques d'écopilotage qui permettent d'optimiser la trajectoire des avions et donc de réduire la consommation de carburant, d'allègement du poids embarqué, allègement des sièges par exemple, des cabines, etc. Et donc ça, c'est le cœur vraiment de notre stratégie, encore une fois, la réduction des émissions autant que faire se peut. Le deuxième pilier, et on y reviendra probablement par la suite, c'est remplacer justement ces carburants d'origine fossile par des carburants d'origine alternative, durable, et qui consomment, grâce à leur production, jusqu'à 80% de CO2 à la source, en moins par rapport au kérosène, on va dire, normal. Et effectivement, le troisième levier qu'on actionne de manière également importante, c'est la compensation, qu'on peut également appeler l'absorption. Et en gros, la logique, c'est de dire tout ce qu'on ne peut pas encore réduire, en tout cas pas encore maintenant, nous le compensons parce que nous voulons aussi avoir un impact positif sur cette partie-là. Oui, alors la compensation, il y a certains scientifiques qui disent que c'est un bon moyen de se donner bonne conscience, mais que finalement ça a assez peu d'effet sur le réchauffement climatique. Que répondez-vous à ça ? Alors, je rejoindrai un peu Valérie dans ce qu'elle disait tout à l'heure. Je pense que tout tourne autour de l'information et de l'information correcte aux passagers. Alors déjà, quelle est notre politique et notre stratégie de compensation ou d'absorption ? Il faut savoir que d'un point de vue réglementaire, Air France, comme les autres compagnies aériennes européennes, est soumise depuis 2012 à la compensation au niveau intra-européen, sur les vols intra-européens. Et aujourd'hui, par exemple, c'est à peu près la moitié des émissions intra-européennes qu'Air France compense par la voie réglementaire.
À côté de ça, on a décidé aussi, et c'est nouveau, on a décidé de le faire à la fin de l'année 2019, à partir du 1er janvier 2020, de compenser de manière volontaire, c'est-à-dire sans qu'une réglementation nous y contraigne, 100% des émissions de nos vols domestiques, donc sur le réseau France métropolitaine. Et encore à côté de ça, nous souhaitons proposer à nos clients la possibilité d'absorber tout ou partie des émissions de leur voyage, soit sur notre site internet, soit, et c'est nouveau depuis quelques semaines, on donne cette même possibilité à nos entreprises clientes, donc à nos clients firmes, pour, encore une fois, absorber tout ou partie des émissions des voyages de leurs collaborateurs. Vincent, on rappelle brièvement ce que c'est que la compensation. C'est quoi ce mécanisme, très concrètement? Bien sûr. Alors la compensation consiste à financer des projets, en particulier de reforestation, qui vont permettre d'absorber dans l'atmosphère une quantité équivalente aux émissions de CO2 produites par la combustion en vol du kérosène. D'accord. Donc, un principe qui pourrait aussi s'étendre au vol peut-être plus long courrier bientôt? Tout à fait. Et c'est prévu dans le cadre de l'implémentation de ce qu'on appelle CORSIA, le mécanisme CORSIA, qui est un mécanisme international que l'industrie aérienne, dont l'industrie aérienne s'est dotée au début des années 2010 et qui est la base pour permettre aussi un engagement fort du secteur à cette époque-là, qui était le fait de croître de manière neutre en carbone à partir de 2020. C'est-à-dire toutes les émissions pour n'importe quelle compagnie qui fasse partie de ce système au-dessus d'un niveau de référence devront être compensées dans le cadre de ce mécanisme CORSIA. Alors on va passer un peu à la SNCF avec Valérie Darmaillac. On va être juste. C'est vrai que le TGV est faiblement émetteur de CO2. En revanche, les trains régionaux, c'est évidemment pas la même histoire. On va voir s'afficher les chiffres à l'écran. Le TER, c'est 20 000 km de voies ferrées. Il n'y en a que 12 000 qui sont électrifiées. À ce jour, en tout cas, ça représente seulement donc 57% des voies ferrées. Les voies qui ne le sont pas, Valérie, très clairement, ont donc recours à des combustibles fossiles pour fonctionner. Et les trains circulants sont donc alimentés au diesel. Et ajoutons aussi, pour être tout à fait complet, que si l'on tient compte de la construction des voies ferrées, évidemment, le vrai bilan carbone du train est moins bon qu'il n'y paraît. Mais enfin, en tout cas, ça reste à votre avantage. J'entends bien, ça reste quand même à votre avantage, mais même question qu'à votre confrère d'Air France. Que faites-vous aujourd'hui, concrètement, pour réduire votre empreinte carbone ? Alors, c'est vrai que nos TGV, ils sont 100% électrifiés quand on a une partie de nos TER qui sont tractés avec du diesel. Ça a évidemment un impact sur des performances environnementales différentes. Nos TGV, ils émettent 80 fois moins de CO2 en moyenne qu'un avion et 50 fois moins qu'une voiture partagée. Quand nos TER, en moyenne, parce qu'ils ont des performances très différentes, émettent environ 10 fois moins de CO2 qu'une voiture occupée par une personne seule. Néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des comparatifs qui sont toujours très favorables à la mobilité en train quand on se place d'un point de vue d'émissions carbone. Donc l'important pour nous, et le premier levier, et ce qui nous rend le plus efficace, c'est de le faire savoir et de faire en sorte que les gens, quand ils peuvent prendre le train, ils choisissent de voyager en train. Ce n'est pas une évidence encore aujourd'hui pour une majorité. On regarde le coût du transport, on regarde la praticité du transport, on regarde le temps de transport. Pour certains, on regarde l'impact sur l'environnement, pour une majorité, encore pas. Et puis, il y a encore beaucoup de personnes pour qui cette affirmation n'est pas connue. Donc, notre premier levier, je dirais, c'est faire savoir, mais évidemment, ça ne suffit pas. On est dans un motto qui est le faire savoir et le faire plus. Faire savoir, c'est amener les gens en train et économiser du carbone en choisissant de délaisser sa voiture pour monter dans un train. Donc, on le dit aujourd'hui dans nos campagnes. On a des campagnes d'affichage qui donnent ces grands métriques que je vous ai donnés. TER a fait une étiquette carbone sur avec l'ensemble des régions, des 12 régions de France dans lesquelles il opère de la mobilité, et sur l'ensemble des lignes. Ça met en avant des différences, justement, de performance. Notre objectif, c'est d'être parfaitement transparent et pédagogue pour que les gens donnent de la valeur à ce critère-là et que ça puisse devenir aussi un des critères de choix.
Bien évidemment, ça c'est ce qu'on est intrinsèquement, donc ce serait un peu trop facile de se contenter de ça et de dire du coup, nous sommes la mobilité respectueuse dans l'environnement et s'arrêter là. Il faut qu'on contribue, il faut qu'on continue à faire en sorte de consommer moins d'énergie. Si petit à petit les industries sortent des énergies fossiles pour quand elles le peuvent, et on ne peut pas tous, on l'a vu avec l'exemple de l'aérien, quand elles le peuvent passer à de l'énergie électrique, il n'y aura pas assez d'électricité pour tout le monde. Donc il faut qu'on fasse tous notre part d'effort et qu'on s'engage sur une trajectoire pour réduire nos consommations d'électricité. Donc on le fait avec des trajectoires très ambitieuses. On pratique l'éco-conduite aujourd'hui sur l'ensemble de nos TGV. L'éco-conduite, c'est tout simplement des simulateurs et des assistants électroniques qui font que les conducteurs accélèrent et freinent un peu différemment. Et c'est comme dans une voiture. Et concrètement, on gagne 10% de consommation d'énergie électrique quand on pratique l'éco-conduite. L'éco-stationnement, c'est aussi une manière différente d'anticiper la maintenance, d'ouvrir ou de fermer les portes quand c'est pas utile de les laisser ouvertes, d'éteindre nos trains quand ils sont dans les technicentres. Donc là aussi, on a des trajectoires de réduction d'énergie qui sont assez importantes. Qu'en est-il de la compensation à la SNCF, Valérie ? Il fut un temps, je me souviens, où Voyage SNCF proposait cette compensation. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors non, la compensation, c'est clairement pas l'axe de travail de la SNCF aujourd'hui. Nous, on a une trajectoire vis-à-vis de l'État qui est de réduire de 30% nos émissions de carbone liées au transport d'ici 2030 et de 50% nos émissions liées à l'immobilier d'ici 2030 aussi. Donc le sujet, c'est pas de compenser pour nous, c'est de baisser. Et c'est résolument ça. Vis-à-vis des clients aussi, on n'a pas d'animation autour d'un programme de compensation. En revanche, on comptabilise les économies de CO2 qu'ils ont accumulées en choisissant de voyager en train plutôt qu'en voiture. Donc c'est vraiment comme ça qu'on travaille notre communication autour de ce sujet. Et ensuite, ce compteur de CO2 évité, on le valorise, on leur explique ce que ça représente par rapport à la trajectoire que chacun doit faire pour consommer moins de CO2. Ou alors on le transforme en des petites choses très simples pour que chacun comprenne bien. 7 kg de CO2, c'est l'équivalent d'un steak. C'est des choses qui ont l'air un peu c'est particulier comme mode de consommation, de communication, mais il faut pouvoir expliquer les choses de manière très scientifique et aussi de manière très palpable et très concrète. Donc on le fait comme ça. Jean-Pierre Mas, le client pourrait attendre finalement de son agence de voyage de l'alerter sur son empreinte carbone avant le voyage. Pour ce voyage, vous allez émettre tant de CO2, ou pour aller de Paris à Marseille au hasard. Si vous prenez le train, ce sera tant, et si vous prenez l'avion, ce sera tant. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est peut-être un peu trop culpabilisant pour vous ? Alors, non seulement c'est envisageable, mais en plus c'est fait. Oui. Il y a deux types de clients, les clients loisirs et les clients affaires. Les clients loisirs sont de plus en plus sensibles à leur consommation de CO2. Quant aux clients affaires, ils demandent pour un voyage, et ça fait partie de la responsabilité sociétale des entreprises et de la nôtre en même temps, de notre agent de voyage, ils demandent pour un voyage de savoir quelle est la consommation de CO2 qu'il fera, non seulement pendant son voyage en train ou en avion, mais également de son domicile à son point d'arrivée, avec le déplacement en voiture ou en taxi, le trajet en train ou en avion et le déplacement à l'arrivée. Il y a des compteurs actuellement qui existent, qui fonctionnent bien, et les entreprises connaissent la consommation de CO2 de leurs clients, de leurs passagers, de leurs collaborateurs. Alors, on va avancer dans notre débat avec tout de suite notre troisième rubrique. Demain, quelle reprise ? Alors Vincent Etchebert, pour aider Air France à traverser la crise pandémique, le gouvernement a octroyé des aides soumises à une contrepartie, celle de supprimer les liaisons quand il existe une alternative en train de moins de 2h30. La reprise du trafic intérieur va donc se faire demain, très clairement, avec moins de lignes pour Air France ? Alors effectivement, Air France s'est engagé et depuis a agi sur la fermeture des lignes avec alternative en train à moins de 2h30. Concrètement, cela veut dire que Air France a fermé les routes de Orly-Nantes, Orly-Lyon et Orly-Bordeaux.
Et ça correspond aussi à un engagement de la part d'Air France au global de réduire de 50% en valeur absolue nos émissions de CO2 en France métropolitaine en 2024 par rapport à 2019. Donc un objectif ambitieux mais atteignable. En tout cas, on fait vraiment tout pour. Dans ce cadre-là, évidemment, notre préoccupation première, c'est tout d'abord de proposer des alternatives convenables, les plus satisfaisantes possibles à nos clients, en particulier dans ces régions et ces villes que je viens de citer. D'où l'importance pour nous du partenariat avec la SNCF, alors qui n'est pas nouveau du tout. Ça fait 25 ans qu'on a un partenariat entre Air France et la SNCF, qui prend la forme de la commercialisation d'un trajet combiné avec garantie d'une correspondance, même en cas d'aléa. C'est ce qu'on appelle le produit Train plus Air. Et la nouveauté, c'est qu'on vient de le lancer il y a quelques jours sur l'axe Bordeaux-Massy pour accompagner justement la fermeture de la ligne Bordeaux-Orly. Et plus généralement, et au-delà de cette fermeture de ces 3 routes, nous avons engagé avec la SNCF un travail, un projet de partenariat renforcé pour vraiment devenir les acteurs de l'intermodalité, du développement de l'intermodalité en France, que l'on appelle de nos voeux ensemble, tous les deux. Et au centre de cette intermodalité, au centre de ces travaux, en particulier à court, moyen et long terme, on veut vraiment, et on a décidé de placer au centre de ces travaux l'expérience client. Pourquoi ? Parce que l'intermodalité et les offres de trajets combinés train plus avion ne seront attractifs que si l'expérience client est vraiment satisfaisante, fluide. Et donc on est ravis de s'embarquer avec la SNCF sur ces travaux. Et l'intermodalité, on va en reparler dans quelques minutes avec Valérie. J'aimerais tout d'abord poser une question à Jean-Pierre Mas. Vous pensez quoi, Jean-Pierre, de cette décision de supprimer des liaisons aériennes au profit du train quand il existe des possibilités à moins de 2h30 ? On sait que la Convention pour le climat, d'ailleurs, aimerait bien pousser le bouchon jusqu'à 4h30. Voilà, ça suggère quoi, ça, pour vous ? Ça me suggère le fait qu'on est là dans l'écologie punitive et l'infantilisation. Mais c'est le cas dans beaucoup de sujets actuellement. Il faut voir mettre les choses à leur place. La consommation de CO2 du transport aérien en France, 80% c'est du transport international, 20% du transport domestique. On ne parle là donc que du transport domestique. Je préférerais que l'on éduque les populations à choisir un mode de transport moins contributeur au réchauffement climatique plutôt que d'imposer arbitrairement et autoritairement ces interdictions en fonction de la durée du transport. Et puis, il y a ce problème que soulevait très bien Vincent Etchebert, c'est l'intermodalité. Paris en train, 2 heures. C'est très bien. Il n'y a pas de raison de prendre l'avion pour faire Bordeaux-Paris. Quand vous arrivez à Montparnasse, que vous voulez aller à Roissy, il faut ajouter au minimum 2 heures. C'est-à-dire l'équivalent du premier segment pour rejoindre un aéroport international. Je pense que s'il n'y a pas d'effort fait en matière d'intermodalité, et la France est très en retard dans ce domaine, on restera dans la punition, le bâton, au lieu de l'éducation. Oui, ça, Valérie, c'est un vrai sujet. C'est vrai que l'intermodalité, Vincent Etchebert nous disait, c'est sans doute l'avenir de mobilité peut-être plus cohérente, plus durable, mais encore faut-il que derrière, il y ait des actions qui soient engagées pour réduire un peu les temps de transport pour le voyageur qui arrive à Montparnasse, qui doit se rendre à Roissy et qui va mettre un temps infini pour s'y rendre. Complètement. C'est définitivement l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir proposer à des gens de voyager davantage en train dans des conditions qui soient choisies, acceptables, optimales. Donc pour que les gens prennent plus le train, on le dit souvent, pour faire plus de train, il ne faut pas faire que du train. Donc il faut qu'on construise des propositions de services, train plus avion, train plus mobilité douce, parce qu'on n'est pas obligé de voyager forcément au bout du monde, qui soient efficaces. Tout l'enjeu de TGV-R sur lequel on a retravaillé récemment autour du Paris-Bordeaux, c'est précisément de faire en sorte qu'ils arrivent à Massy, qu'ils soient tout près de l'aéroport d'Orly, que la liaison soit simple entre Massy et Orly et qu'il n'y ait pas cette
pénibilité du transfert modal. C'est exactement l'enjeu de l'offre qu'on construit. Donc, on attend beaucoup d'une offre comme celle-là. On a estimé à un peu plus de 50 000 passagers par an. Derrière, c'est plus de 3 000 tonnes de CO2 évitées. Donc, il y a un vrai potentiel fort à animer ça. Après, ça marchera que si c'est efficace, que si c'est simple pour les clients, que si c'est pas que par de la contrainte, parce que, et je partage complètement votre point de vue, il ne faut pas infantiliser, il ne faut pas forcer, il faut que ça soit une mobilité choisie et bien construite. Sur le sujet des mobilités douces, la problématique, elle est, je pense, la même, et c'est l'enjeu que traite l'assistant SNCF qu'on développe dans notre grande maison, c'est de pouvoir faire en sorte qu'en temps réel, on ait des disponibilités, qu'on ait une possibilité de réserver simplement, et c'est avec des outils comme cela qu'on arrivera à faire la promotion de ces combinatoires. On a des choses à faire sur le vélo, on sait qu'il faut qu'on repense les propositions de transport des vélos dans nos rames, elles sont a priori plus adaptées aux enjeux qui se dessinent pour demain. Donc on n'a pas les solutions pour tout, mais pour que ça marche, il faut que ce soit simple. Et c'est bien là tout l'enjeu des travaux qu'on mène ensemble. Alors justement, on va essayer d'en savoir en tout cas un peu plus sur ce que vous allez mettre en place demain pour faire baisser les émissions de carbone du transport et donc du tourisme. C'est notre 4e rubrique, le monde d'après. Jean-Pierre Mas, le tourisme dans son ensemble serait responsable de 8% des émissions de CO2. Alors évidemment au sens large, si on prend l'ensemble des segments du tourisme, dont l'hôtellerie évidemment. La crise pandémique, Jean-Pierre, va-t-elle, selon vous, encourager un tourisme plus vertueux ? Certainement. Le tourisme est responsable de 8% des émissions de CO2 et la vie est responsable de 100% des émissions de CO2. On peut arrêter le tourisme, on peut arrêter la vie, il n'y aura plus de CO2. Alors, est-ce que les habitudes vont changer ? Oui, elles vont changer et elles commencent à changer déjà. Dans la partie voyage d'affaires, je pense qu'on aura du mal à retrouver le niveau d'activité en matière de transport que l'on avait en 2019. Les voyageurs d'affaires ont pris de nouvelles habitudes, parmi lesquelles la visioconférence, le télétravail également, qui vont faire que les déplacements seront moins nombreux et que les voyageurs seront certainement plus attentifs à leur consommation de CO2. Aujourd'hui, un voyageur sur 3 dit qu'il y est et qu'il y sera de plus en plus attentif. Dans la partie loisirs, que peut-on imaginer ? On va imaginer certainement un petit peu moins de voyages Kleenex. C'était le voyage Kleenex et j'ai fait Rome. Qu'est-ce que tu as fait à Rome ? Je suis arrivé le samedi, je suis reparti le dimanche et je suis allé à la fontaine de Trévi. Voilà, j'ai fait Rome. Donc ces voyages Kleenex seront certainement remplacés par des voyages plus longs, des voyages un petit peu plus lents peut-être un petit peu moins fréquents. On aura des modifications en matière de comportement. Voilà les points essentiels qui risquent de bouger dans les années à venir et dans les mois à venir, avec une attention plus grande portée à l'impact écologique global de son voyage. Pas uniquement, mais écologique et culturel même de son voyage. C'est un voyage plus attentif, plus respectueux des populations, peut-être plus riche en même temps. Mais ceci dit, les habitants du monde n'arrêteront pas de voyager. Ça fait aujourd'hui partie de leur vie et on n'arrêtera pas de voyager. Alors Christophe Decloux, au sortir de cette pandémie, on espère évidemment le plus tôt possible, est-ce que les mobilités durables, vous qui êtes un responsable d'une institution forte, est-ce que les mobilités durables peuvent être un facteur d'attractivité touristique ou pas ? Déjà, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Quand vous venez de Bordeaux et que vous êtes à Massy, rien ne vous empêche de passer 2 jours à Paris déjà, dans sa destination, avant d'aller à Orly. Je pense que déjà... Pas mal. Bon, moi, je suis là pour faire la promotion de la destination. Donc, donc oui, la mobilité va changer la façon, et vous l'avez très bien dit, la façon dont les voyageurs vont réfléchir à leur séjour. S'il est plus long... Est-ce que la façon dont ils vont se déplacer à l'intérieur d'une destination, est-ce que ça va changer ? Probablement. Est-ce que c'est à nous aussi de réguler un flux pour
pour éviter que les gens fassent la queue dans certains sites. Alors attention, on n'a pas de surtourisme en Île-de-France, donc on est à l'abri de ça. Mais l'important, c'est aussi de garder une attractivité. On parle de beaucoup de surtourisme. Il faut regarder ce qui se passe à Venise, où tous les Vénitiens se plaignaient du tourisme. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils se plaignent beaucoup moins, parce que comme 80% ou 90% du PIB vénitien est basé sur le tourisme, aujourd'hui, ils n'ont personne, donc c'est un sujet. Ce qui veut dire qu'il faut... Eiffel, ça commence à être long quand même, hein, pour y monter. Les files d'attente sont quand même un peu longues. Il n'y a pas de surtourisme dans la région en règle générale, mais il y a quand même quelques spots. Non, évidemment, pas en ce moment. On est tranquille. En temps normal. En temps normal, c'est évidemment un peu long. Donc, alors, mais très bien. Donc, c'est le cas au Louvre, c'est le cas à la Tour Eiffel à certaines heures de la journée. C'est la responsabilité aussi, peut-être nous, hein, dans les points d'information tourisme, quand on accueille les touristes qui arrivent dans les plateformes aéroportuaires, de leur dire, vous allez au Louvre, je vais vous donner un horaire au hasard à 15 heures, parce que c'est là où il y a moins d'affluence. Qu'est-ce qu'on vous propose de visiter de 9h à 15h. Et c'est la responsabilité d'un organisme comme le Comité régional du tourisme, avec l'appui des offices de tourisme, pourquoi pas aller à Provins, à Meaux, à Fontainebleau, à Vaux-le-Vicomte le matin, revenir en train. Enfin, de Fontainebleau, il faut déjà arriver à la gare de Fontainebleau, mais il n'y en a pas. Mais ça, c'est un sujet aussi. Et donc, à trouver une mobilité qui va jusqu'à la gare à côté de Fontainebleau pour arriver à Paris et donc ensuite aller à la Tour Eiffel. Oui, oui. On parle de mobilité durable, Christophe. Est-ce que vous avez mis en place dans la région des façons de visiter autrement la région? Est-ce que vous avez mis en place avec évidemment les canaux de rivière, il y a beaucoup de tourisme vert dans l'Île-de-France. Ce n'est pas seulement Paris, loin de là. Est-ce que vous auriez des exemples concrets un peu à nous donner? On a mis en place, où on opère 5 grands itinéraires cyclables, la Seine à vélo, l'avenue verte qui va de Londres à Paris, la Via Carolina qui va de Paris à Prague, par exemple, la Vélocénie, je ne vais pas toutes les citer, mais la Scandibérique qui est très très importante, c'est même on appelle ça une euroroute qui va de Norvège jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'on peut faire en vélo. Donc oui, il y a évidemment des actions concrètes. Après, nous, on est là aussi pour aider les différents acteurs du tourisme en région pour développer certaines attractions, certaines façons d'accueillir aussi les personnes et les touristes. Donc on a par exemple la région a mis en place du vélo électrique en location. Donc après c'est aussi d'arriver à bien cibler à qui on parle. Un Francilien, ça va être plus facile de le mettre sur un vélo pour qu'il aille à Versailles. Un Européen, peut-être un Européen du Nord aussi. L'Européen du Sud un peu moins, donc il faut qu'on lui trouve une autre façon, parce que le plus important, c'est l'expérience client, pour que les gens reviennent. Mais en revanche, un Chinois qui va arriver à destination, alors sans faire le clin d'œil sur le Chinois à vélo, mais c'est pas évident non plus de mettre quelqu'un qui vient d'un marché lointain dans la destination, le mettre sur un Vélib ou autre, et lui dire va à Fontainebleau. Donc il faut repenser, et c'est ce qu'on souhaite faire, évidemment, repenser et faire que l'expérience soit meilleure. Donc moi, si les gens vont à Meaux à vélo, c'est qu'ils vont rester plus longtemps dans la destination. Et s'ils restent plus longtemps, parce qu'on met plus de temps forcément en vélo, et donc on va passer ces 2 nuitées supplémentaires en Île-de-France. Et je peux vous dire que quand ça va reprendre, en 2021, on va avoir besoin de cette nuitée ou ces 2 nuitées de plus dans la destination. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que quand on parle de mobilité durable aux professionnels, à certains acteurs, ils vous disent « oui, mais ça rapporte combien ?» Est-ce qu'on a une idée finalement un peu des retombées économiques potentielles que la mobilité durable pourrait générer? Alors, on n'a pas les chiffres pour l'Île-de-France. J'ai les chiffres au niveau national, c'est 8,6 millions de séjours qui sont liés au vélotourisme. Ça représente à peu près 5 milliards d'euros de retombées économiques. Alors, comme c'est une nouvelle dynamique, le vélotourisme, et ça peut être aussi le fluvial. Il y a des croisières le long de la Seine qui remontent au Havre. Il y a du pédestre, de l'équestre également. Donc, il y a plein de choses à faire en région, dans les bois. Donc, il n'y a pas que le vélo qui va pouvoir permettre des retombées économiques. Il y a évidemment le vélo qui permettra, peut-être, si on arrive à bien s'organiser, à faire rester les touristes français ou les internationaux plus longtemps dans la destination, et donc augmenter les retombées économiques. Mais à ce stade, c'est tout trop neuf pour qu'on puisse vraiment calculer, en tout cas en Île-de-France, les retombées économiques.
Vincent Etchebert, il reste, vous nous le disiez, il reste beaucoup de chemin à parcourir, évidemment, pour atteindre une neutralité carbone du transport aérien. Quelles sont aujourd'hui les pistes sur lesquelles vous travaillez? Alors, évidemment, on entend parler beaucoup de l'avion électrique, de l'avion à hydrogène, mais tout ça, c'est des objectifs relativement lointains, à 15 ou 20 ans. Il n'y a pas des choses un peu plus proches qui pourraient arriver dans ce domaine? Merci François-Xavier. Effectivement, alors tout d'abord, on ne peut qu'encourager les travaux qui sont faits sur l'avion vert, l'avion hydrogène. Et je pense qu'on ne peut que souhaiter aussi que de telles ruptures technologiques, donc vraiment relever le défi de réinventer l'avion de demain, soient réalisées en France. 60 ans après la dernière révolution du secteur aérien qui était le Concorde. Voilà, on ne peut que souhaiter que ça advienne également et tiré par l'industrie française. Comme vous le disiez, il faut attendre, alors pour l'instant c'est les estimations, 2033-2035 pour voir l'avènement de l'avion à hydrogène. Et évidemment, on ne veut pas se contenter d'attendre jusqu'à cette date. Donc vraiment la priorité ou l'axe le plus prometteur et le plus efficace à moyen terme dans les années à venir, que je mentionnais tout à l'heure, ce sont les carburants alternatifs durables. Je vous disais qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, le premier levier le plus efficace pour les compagnies aériennes pour qu'elles réduisent drastiquement leurs émissions, c'est le renouvellement de la flotte. Demain, et donc dans les de 5 à 15 ans, le levier qui va devenir primordial, ce sont les carburants alternatifs durables. Ils permettaient, comme je vous disais, jusqu'à 80% d'émissions en moins à la source de CO2, si tant est que leur production respecte des critères de durabilité, en particulier ne fasse pas compétition à la production agricole. Et donc c'est pourquoi, et on est extrêmement strict là-dessus, et c'est pourquoi on favorise et on cherche des solutions faites à base d'huiles usagées, de déchets, même. On suit de manière très étroite les projets de e-fuel, de fuel synthétique, qui sont même élaborés en captant du CO2 de l'atmosphère. Donc c'est vraiment des choses extrêmement intéressantes et même passionnantes. Donc il faut savoir que ce levier aujourd'hui qui est un potentiel majeur, et avec des carburants alternatifs durables qui fonctionnent déjà avec les moteurs d'aujourd'hui. Donc on n'est pas obligé d'attendre l'avion vert ou d'autres générations, fonctionnent avec les moteurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les carburants alternatifs durables ne représentent que 0,01% de la consommation de carburant des compagnies au monde. Pourquoi? On a deux problèmes qui sont évidemment liés. Le prix, qui sont de 3 à 10 fois plus chers que des carburants fossiles. Et le deuxième problème, c'est la rareté, le manque de production. Évidemment, c'est lié. Et donc Air France, dans ce cadre-là, s'est engagé depuis 2017 dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'engagement pour la croissance verte, aux côtés de partenaires industriels, de l'État français, pour faire éclore une filière en France, une filière de carburants alternatifs durables, qui a pris une nouvelle portée. Ce projet, cette volonté, a pris une nouvelle portée en 2020 avec la constitution par l'État français d'un appel à manifestation d'intérêt pour vraiment accélérer ce processus de création d'une filière en France qu'on soutient absolument et totalement. Et c'est là qu'est le levier principal de réduction à moyen terme. Et juste pour finir sur ce sujet, qui est passionnant et très important, c'est que même à long terme, sur des vols long courriers, eh bien pour le moment en tout cas, les carburants alternatifs durables, c'est la solution la plus prometteuse, puisqu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, dans les projets d'Airbus, par exemple, sur l'avion hydrogène, la portée maximale est de 3700 km. Donc ça ne résout pas encore la réduction sur les avions long courriers. Et là aussi, la solution d'ampleur, avec un potentiel énorme, c'est vraiment les carburants alternatifs durables. Oui, c'est là la grande difficulté du transport aérien, c'est qu'il n'existe pas de solution décarbonée. Au jour d'aujourd'hui, contrairement aux autres moyens de transport, le train, le TGV, c'est tout électrique, donc c'est décarboné. La voiture, ça peut être aussi voiture électrique, c'est décarboné. L'avion, évidemment, il faut attendre 15-20 ans et vous offrez d'ici là, évidemment, un angle d'attaque à vos détracteurs, obligatoirement. Donc le biocarburant est en tout cas la solution aujourd'hui la plus avancée et qui permettrait déjà de baisser de façon assez drastique les émissions de CO2. C'est bien ça. Exactement. Et c'est vraiment là où se concentre notre priorité, notre énergie.
en espérant pouvoir opérer de manière significative ces carburants alternatifs durables dans les 2, 3, 4, 5 années à venir. D'accord. Même question, Valérie Darmaillac. Sur quelle piste travaillez-vous à la SNCF et plus généralement dans le transport ferroviaire pour essayer de baisser encore un peu plus votre empreinte carbone? On a entendu pas mal de choses, évidemment. On regarde l'Hyperloop et ses évolutions futures. Ça fait partie, évidemment, des projets. Oui, alors on partage le même intérêt pour les biocarburants, pour l'hydrogène. Je ne reviens pas parce que Vincent en a très bien parlé. Et ça concerne très directement les TER qui ne circulent pas sur des voies électrifiées et elles ne le seront pas toutes. Donc ça restera un sujet majeur pour nous. Hyperloop, si vous voulez bien, je vais pas trop vous en parler parce que ça nous amène un peu loin et puis je pense que c'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé. Notre prochaine étape, nous, c'est le TGV qu'on appelle le TGV M, M comme modulaire, qui circulera à partir de 2024, qui est en cours de construction dans les locaux d'Alstom en ce moment. L'intérêt d'un tel TGV, c'est qu'on l'a pensé différemment d'un point de vue ergonomique. Il est plus aérodynamique, donc il consomme 20% d'électricité en moins. Je vous parlais des leviers qu'on devait activer. C'est quand même notre principal levier, c'est d'avoir des innovations matérielles qui nous permettent de consommer moins. Donc à la fois moins de consommation d'énergie et 20% plus capacitaire. Donc ça fait quand même des nouvelles rames et un nouveau parc qui est fondamentalement plus performant. Et puis au-delà de ce sujet du CO2 dont on a beaucoup parlé, moi je pense aussi que le voyage, et Jean-Pierre Mas vous l'avez évoqué avec les voyages Kleenex ou redonner de la valeur au voyage, nous dans le transport en train, on a un axe qui est aussi fort que le sujet des économies de CO2, qui est de développer l'économie circulaire. Et je pense que l'exemplarité d'un voyage propre, ça doit passer aussi dans ce qu'on vit, des possibilités de tri à bord, du sourcing des produits qu'on distribue dans nos bars TGV, de la prolongation de nos matériels, justement. Ils vivent 40 ans et on leur redonne une nouvelle jeunesse à mi-vie pour prolonger le bien-être dans nos rames et sans dégrader l'extraction de notre terre. Et ça aussi, c'est un levier extrêmement important. Et comme on a, je dirais, une longueur d'avance sur le sujet du carbone, ce levier-là, il est très, très important pour nous aussi à la SNCF. Jean-Pierre, on pourrait être dans le déni, on pourrait évidemment contester des chiffres, mais enfin, il faut quand même s'accorder sur une chose, Jean-Pierre, c'est que de toute façon, les consommateurs, vos clients, réclament des actes dans cette poursuite d'objectifs plus durables. Oui, il n'y a pas de doute. Nos clients sont exigeants. Et je crois que ce que font les compagnies aériennes, et on l'a vu avec Air France, et on le constate réellement, ce que fait la SNCF répond aux demandes de nos clients. Et je pense que plus ça va aller, plus nos clients reviendront vers nous pour nous demander que se passe-t-il en matière d'impact de mes vacances sur le réchauffement climatique. On ne va pas pouvoir y couper, en tout cas. C'est la fin de ce 3e épisode des ateliers d'IFTM. Je remercie d'abord nos 4 intervenants d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie, vous, les internautes, de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à rester connectés sur nos réseaux sociaux @IFTM et de vous abonner bien sûr à notre newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Ce programme vous est présenté par Voyage SNCF. Choisir le train, c'est agir pour la planète en limitant ses émissions CO2.